4 sont à l'arrêt. Des incendies auraient débuté dans 2 d'entre elles. Information évidemment très difficile à confirmer. Et quand on voit ces images d'incendie, on se souvient du séisme de Kobe en 95. Plusieurs milliers de personnes, notamment en raison d'incendies gigantesques qui avaient été à l'époque totalement impossibles à maîtriser. Pour l'instant, les pompiers évidemment sont à pied d'œuvre. On le voit sur quelques-unes de ces images. On parlera d'ampleur de ce phénomène juste dans un instant avec Philippe Verdier qui nous a rejoint sur le plateau. Avant ça, un témoignage d'un touriste français qui était à Tokyo. Là-bas, la secousse a été ressentie pendant 2 minutes. Je me trouvais à Shibuya, dans la station de métro. Les gens se sont arrêtés, les métros se sont arrêtés, les portes sont ouvertes. Tout a commencé à trembler un petit peu dans tous les sens. Alors, il y a eu très peu de bris de glace dans la station même. Il y a eu quelques petits morceaux de béton qui sont tombés. Mais les gens sont très très calmes. Donc, la plupart de la population s'est accroupie, se protège la tête. On a attendu comme ça plusieurs petites secousses après la grosse secousse du début. Et puis on nous a évacués. Et c'est vrai que là, tranquillement, Tokyo reprend un petit peu un aspect un peu plus normal. Le seul problème, c'est le téléphone. C'est très très difficile d'arriver à appeler ou de recevoir des appels. Et c'est surtout les gens essaient de rentrer chez eux. Donc, parce que le métro est toujours arrêté. Donc, il y a des voitures partout, des gens partout. La plupart des magasins sont fermés, mais certains réouvrent un petit peu. Et ils sont déjà en train de réparer les vitres. Alors ça, c'est assez hallucinant parce qu'il y a beaucoup de vitres de verre brisées dans les immeubles et on voit déjà des gens en train de les réparer. Voilà, le gouvernement qui a réagi très vite, qui devrait envoyer notamment l'armée dans la région de Sendai. La marine s'est approchée des côtes au niveau de l'épicentre. Voilà, et avec nous pour parler, pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé, Philippe Verdier. Philippe, c'était il y a quasiment 5 heures, 4h58 précisément, 6h48 heures de Paris. La terre tremblait de façon très large, très forte au large du Japon. Voilà, un violent séisme, une violente secousse sous-marine, donc sous l'océan Pacifique, à près d'une vingtaine de kilomètres de profondeur. Et en fait, ce séisme, il y en a eu plusieurs, il y a eu une trentaine de répliques, de plus de 5 sur l'échelle de Richter depuis ce séisme majeur. Et bien ce séisme a considérablement bougé la masse d'eau de l'océan et a provoqué ce qu'on appelle un tsunami, donc une vague provoquée par cette masse d'eau colossale qui a été secouée par ce tremblement de terre et qui a donc ravagé une partie des côtes japonaises. Ce tsunami est encore en cours dans tout l'océan Pacifique et d'ailleurs la plupart des pays côtiers de l'océan Pacifique, le plus vaste océan du monde, ont lancé leur propre alerte au tsunami, y compris des pays qui sont quasiment à l'opposé dans l'hémisphère sud, en fait, dans l'hémisphère sud, notamment la Nouvelle-Zélande qui vient de déclencher il y a quelques dizaines de minutes une alerte au tsunami, le Chili également. Et à titre d'exemple, l'un des violents séismes qui a touché la planète, c'était en 1960 au Chili. Là, c'est un séisme qui avait dépassé 9 sur l'échelle de Richter. Et bien, il faut savoir que ce séisme, en 1960, avait provoqué un tsunami dévastateur au Japon. Donc, preuve que là, on pourrait assister à un phénomène d'aller-retour, un séisme au Japon qui provoque un tsunami au Chili. Ce séisme pourrait provoquer un tsunami dans l'hémisphère sud d'ici une dizaine d'heures. On va vous retrouver dans l'instant, Philippe Verdier, juste avant de parler de cette alerte. On voit la carte, l'alerte qui va donc jusqu'au Chili. Au milieu, il y a Hawaï en alerte au tsunami. Nous sommes en direct avec David qui vit à Honolulu. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur BFM TV. Comment vous vous préparez à l'approche de cette vague, David? Moi, j'habite au 4e étage. J'habite en fait à Waikiki même. Et bon, au 4e étage, j'ai le droit de rester. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'évacuer parce que après le 3e étage, on est assez sécure. Mais le reste de tous ceux qui ont des maisons au bord de la mer doivent évacuer leur maison. Oui, David, on le précise, à Waikiki, c'est une plage assez connue à Honolulu, à Hawaï. Est-ce que vous avez été prévenu par les autorités hawaïennes? Est-ce qu'on vous a dit exactement Ah oui. Est-ce que les gens sont en train de bouger? Comment ça se passe? Ça se passe d'abord qu'il y a des sirènes toutes les demi-heures, et puis qu'il y a une voiture qui vient de passer, qui annonce ce qu'il faut faire, et elle dit exactement que les gens qui habitent au premier ou deuxième étage, en fait ici c'est le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage doivent évacuer, les autres peuvent rester dans les hôtels. Ce qu'on fait, c'est qu'on loge ceux qui ont des chambres aux 3 premiers étages, on les met sur les étages plus hauts. En fait, c'est ce qui se passe à Waikiki, quoi. Waikiki, c'est vraiment là où il y a tous les grands bâtiments, quoi. Mais si vous allez hors de Waikiki, alors là, c'est un peu différent parce que toutes les maisons qui sont au bord de la mer doivent être évacuées, mais il y a tout un procédé là, et il y a des sirènes qui résonnent toutes les demi-heures. Personne ne peut ne pas être averti, quoi.
Merci beaucoup David de témoigner en direct sur BFM TV, donc état d'urgence sur l'île d'Hawaï. Philippe, vous le disiez, c'est peut-être pas l'île qui est la plus menacée, c'est pas celle où ce sera le plus dangereux finalement. Proche du Japon que d'autres petits états insulaires du Pacifique ou notamment du centre du Pacifique, mais d'autres états insulaires du Pacifique vont être extrêmement menacés dans les prochaines heures, car il n'y a pas d'altitude contrairement à Hawaï sur ces petits états insulaires, déjà menacés, on le sait, par le réchauffement climatique et par la montée des eaux. Et là, un phénomène d'une telle violence, avec un tsunami qui pourrait atteindre plusieurs mètres ou quelques dizaines de centimètres seulement, et bien tout ça pourrait provoquer des dégâts considérables sur ces états insulaires. On n'a pas besoin de retrouver cette vague gigantesque qu'on a vue au Japon pour avoir des dégâts. En fait, c'est un équilibre entre la violence du phénomène, qui a été donc particulièrement intense au Japon, et puis la vulnérabilité du pays en question, de ses infrastructures et du niveau d'alerte de la population. Ça veut dire qu'on a raison de s'inquiéter un peu partout en gros. Oui, pendant au moins une dizaine d'heures jusqu'au Chili et à la Nouvelle-Zélande, qui seront probablement donc, les États du sud du Pacifique touchés dans un dernier temps par cette onde de choc. D'autant que les répliques se poursuivent, toujours au Japon, elles sont toujours extrêmement violentes. On voyait des images de ces dégâts tout à l'heure de routes absolument traversées. Pour ceux qui nous rejoignent, on est à peu près 5 heures après la secousse initiale. Elle a été suivie très rapidement par une gigantesque vague. Vous voyez encore ces images des dégâts, des bateaux emportés comme des fétus de paille qui vont s'écraser sur les digues. Cette vague colossale, on vous en parle en détail avec Frédéric de la Nouvelle. L'image est digne d'un film hollywoodien sur la fin du monde. Des maisons, mais aussi des milliers de tonnes de débris sont balayées par la gigantesque vague. Le tsunami, haut de 10 mètres, ravage tout sur son passage. La vague a frappé le nord-ouest du Japon, la ville de Sendai notamment. Voitures, pylônes électriques, mais aussi bateaux s'écrasent sous les ponts. L'aéroport de Sendai également sous les eaux. Les caméras de surveillance témoignent de la puissance de la vague. Sur les toits du bâtiment, des dizaines de personnes sont réfugiées. Les transports ferroviaires et routiers sont interrompus dans une grande partie du pays. Le cataclysme passé, les dégâts sont considérables. Plusieurs autres vagues comme celle-ci ont frappé les côtes japonaises. Un tsunami de 7 mètres a notamment été signalé un peu plus au sud. Les alertes au tsunami ont également été émises dans tout le Pacifique, y compris en Australie et en Amérique du Sud. Les zones côtières des Philippines sont évacuées. Même scénario sur les îles Mariannes. Il est 11h54, vous êtes bien sur BFM TV. Dans un instant, Karine de Ménonville et Gillian Barret poursuivront cette édition spéciale consacrée à cette journée exceptionnelle au Japon, le pays touché par le séisme le plus puissant de son histoire contemporaine. 8,8 selon les sismologues japonais, 8,9. Un séisme et ses conséquences extrêmement dramatiques. Avec, vous voyez, ces dégâts provoqués dans la région de Sendai, dans le nord-est, avec notamment des raffineries qui sont en feu, incendie totalement hors de contrôle, disent les autorités. On ne peut rien faire face à des flammes aussi gigantesques. Inquiétude aussi pour des centrales nucléaires de la région. 4 ont été arrêtées par mesure de sécurité. Il y en a une, voire 2, qui seraient elles aussi victimes d'incendie, mais pour l'instant pas de fuite radioactive, promet le gouvernement. Des dégâts vraiment colossaux dans la région de Sendai, d'autant qu'il est très difficile pour l'instant d'accéder jusqu'à cette ville industrielle du nord-est. Vous voyez, l'état des routes, c'est comme un canyon, comme une fissure qui s'est creusée au milieu du macadam. Et à 11h55, impossible de se faire une idée de l'ampleur du bilan, une vingtaine de victimes pour l'instant. Évidemment, l'édition spéciale continue sur BFM TV. Vos témoignages, vos réactions, vos vidéos, vos photos, n'hésitez pas à les poster sur le site bfmtv.com pour vivre avec nous ce tsunami et ce séisme très violent au Japon.